Oui, certainement, mais je crois qu'il acte aussi son exaspération. Puisque, souvenez-vous, il avait quand même annoncé dans son programme qu'il allait mettre fin à cette guerre très rapidement. C'était une question de jours. Hein. Oui. Bon, aujourd'hui, nous en sommes à des semaines, voire des mois, et je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement, j'allais dire, humaniste quelque part chez Donald Trump, qui est de ne pas vouloir engager son pays dans la guerre. Il le dit, il le répète depuis quelques jours, où il dit que voilà, il en est terminé maintenant de ce pays, les États-Unis, qui jouent le gendarme du monde, qui vont imposer la démocratie. Alors je pense qu'il pense à l'Irak, à la Libye. Enfin, ce ne sont quand même pas des grands succès in fine, hein, quand on voit ce qui en est résulté. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre, qui n'aime pas en effet dans sa façon assez binaire de bon et de mauvais, avec les vocabulaires qu'il utilise, hein, oui. Good, bad, voilà. Bon. Et là, eh bien, ce que fait Vladimir Poutine est dans le camp de ce qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas tuer des civils. Et je pense qu'il est exaspéré parce qu'il voit en effet qu'il n'y arrive pas et que c'est un échec en effet aussi pour lui par rapport à son incapacité finalement de forcer la Russie à avancer. Alors, ce qui est intéressant, ça, ils sont très très forts, hein, les Russes en diplomatie, vous venez de le dire. Hein. À savoir, ça fait très longtemps d'abord qu'ils sont en place et puis ils ont le temps, ils se donnent le temps et pour eux, ils ont un objectif qui est très clair, qui est celui de pouvoir gagner le plus de territoire possible pour une signature d'une paix qui va arriver un jour ou l'autre quand même, mais qui leur permettra eh bien, de démontrer que cette guerre était nécessaire et qu'ils ont en effet conquis des territoires et qu'ils vont les annexer. Je pense que Vladimir Poutine n'a absolument pas changé de stratégie. Moi, où je vois peut-être un petit changement au niveau américain, c'est que les républicains, les démocrates aussi, depuis longtemps quand même, ont la Russie comme ennemie. Et puis d'un seul coup, Donald Trump arrive et puis on a donné l'impression que finalement la Russie voilà, était l'ami trouvé ou retrouvé des États-Unis. Et ce qui a fortement déplu quand même à beaucoup de politiques et dans l'entourage aussi de Donald Trump. Et je pense qu'à un moment, ceux-là doivent remonter en puissance et voir l'occasion, en effet, de pousser le président américain à en effet prendre des sanctions. Mais je ne pense pas que lui, personnellement, en ait véritablement envie. Oui, mais est-ce que cette pression peut commencer à payer? Parce que vous avez été à Washington il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous l'avez vu parce que vous parlez par exemple de proches de Donald Trump comme Lindsey Graham, le sénateur républicain, qui lui pousse pour des sanctions maximales. Il l'a redit ce week-end. Il parle de sanctions écrasantes. Il y a dans le camp toujours républicain, mais cette fois à la Chambre des représentants, il y a un représentant républicain du Nebraska qui le dit. Il est temps d'armer l'Ukraine jusqu'aux dents et d'imposer des sanctions maximales à la Russie. Donc ça, plus que la pression de Volodymyr Zelensky, cette pression de l'intérieur peut payer? Eh bien, écoutez, en tout cas, je pense que les uns et les autres attendent le moment où le président fléchira ou infléchira son amitié dévoilée envers le président russe. Et ils attendent cette opportunité-là, je pense, pour faire pression, parce que jusqu'à présent, bon, quand même, Donald Trump n'est pas au pouvoir depuis longtemps, hein, 4 mois, vous l'avez rappelé. Donc, ils n'ont pas trouvé l'occasion de le faire, mais beaucoup étaient quand même très, très perturbés par le fait que le président américain démontre une telle affection pour Vladimir Poutine. Parce que la Russie a trouvé les moyens d'éviter le blocage imposé par les Européens, avec un certain nombre de pays qui sont connus, d'ailleurs qui énervent aussi le président Trump, notamment la Chine, mais aussi l'Inde, qui achètent le pétrole russe. Mais si à un moment il y a un vrai blocage, il faut savoir quand même que nous avons une vraie économie de guerre en Russie aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que l'ensemble de l'économie est mise au service de la guerre. Et donc à partir du moment qu'on ferme le robinet financier, comment est-ce qu'on finance l'achat d'équipements? Mais ça veut dire que Trump, les Iraniens fournissaient les Russes, mais peut-être un peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a aussi les Américains qui peuvent faire, non pas dans les négociations, mais les pourparlers qui sont en cours avec les Iraniens. Je pense que ça peut aussi faire partie du deal des Américains en disant vous arrêtez de fournir les Russes. Les Nord-Coréens ont fourni des hommes
et un peu de matériel, mais bon, là c'est peut-être le seul lien qui peut subsister. Mais non, la Russie peut se trouver dans une situation très rapidement, très inconfortable sur le plan financier et donc sur le plan militaire de fait, parce que c'est une guerre de ce qu'on appelle de haute intensité, avec une utilisation massive, alors là on voit les drones, mais de tous les équipements militaires qui ne sont pas très chers et de haute technologie, et qui peuvent être détruits. Mais Vladimir Poutine compte sur la masse. Et il envoie des hordes de soldats, il envoie des équipements, et c'est pour ça que l'on voit toutes ces destructions de la part des Ukrainiens. Hein. Vous parlez de pression quand même soutenue par des membres du gouvernement, et pas n'importe lesquels. Bon, on voit que 2027 s'approche rapidement, et d'où la présence peut-être de certains et les propos que l'on vient d'entendre. Moi, je trouve qu'en effet, c'est très dommage. Et c'est très dommage pour la nature, c'est très dommage pour les agriculteurs aussi. Et au Sénat, la majorité LR a voté ce texte, puisqu'il a été présenté par un sénateur LR. Et donc là, on voit finalement une famille politique, en effet, qui est du côté, en effet, de l'agro-business, des grandes exploitations. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et notamment pour les petites exploitations. Et puis, s'intéresser aussi à la santé des Français, parce que on peut critiquer les normes, mais enfin, quand elles existent, elles ont quand même un but. Oui, cet objectif de protéger la santé des personnes, de protéger la qualité de l'eau, enfin, tout un tas de choses dont on dépend. Et les abeilles, enfin, est-ce que nous voulons, comme aux États-Unis, utiliser aujourd'hui des drones pour polliniser les arbres? C'est ce qui se passe, puisqu'il n'y a plus d'insectes. Moi, je trouve que tout ça est vraiment très malheureux, et essayons de conserver. Enfin, on revient en arrière. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est rétrograde, et que à l'Assemblée nationale, l'obstruction n'est pas bienvenue, parce que il pouvait en fait améliorer le texte dans le sens d'essayer de limiter les dégâts, en tout cas sur le plan chimique, de santé, de pollution et ainsi de suite, que le texte a introduit au Sénat. Donc, je pense qu'ils avaient cette possibilité-là de faire en sorte qu'il y ait ces 3500. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de vote, et que ça sera le texte du Sénat qui ça reviendra au Sénat. Donc je pense que les oppositions là n'ont rien à gagner. Ils auraient dû avoir un vrai débat et essayer en effet de limiter les dégâts. Ils avaient la possibilité. Oui, c'est vrai que